Je m'appelle Apolline Rocher, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice des Rocher Hôtels d'Exception. L'ironie de ma vie? J'ai bâti un empire pour que les gens se sentent toujours les bienvenus quelque part, alors que mes propres parents m'ont un jour dit qu'il n'y avait pas de place pour moi à Noël. Ce soir-là, ma mère exultait au téléphone, tous les palaces parisiens sont complets. C'est à ce moment que j'ai pris mon propre téléphone, d'une voix glaciale, j'ai dit à mon assistante, Manon, annulez l'accès à la suite royale de la famille Rocher. Le visage de mon père a blêmi quand il a compris. Mais avant de vous raconter en détail comment j'ai retourné la situation, j'aimerais beaucoup savoir de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Dites-moi aussi quelle heure il est chez vous, cela me fascine de savoir jusqu'où mon histoire voyage. Notre histoire commence dans la banlieue pavillonnaire de Lyon. Une maison respectable, des parents respectés. Gérard et Sylvie Rocher, tous deux professeurs d'histoire à la retraite, des gens de principe, de savoir, mais dont la vision du monde était aussi étroite que les murs de leur maison. Pour eux, il y avait un chemin, un seul, celui de la sécurité, des diplômes, de la fonction publique. Un chemin parfaitement incarné par mon frère aîné, Bastien. Il était le fil en or, celui qui suivait la voie tracée. Moi? J'étais l'anomalie. La rêveuse, l'ambitieuse. Mon esprit entrepreneurial, qui s'est manifesté dès mon plus jeune âge, n'était à leurs yeux qu'une petite manie, une distraction de mes études. Je me souviens encore, à 15 ans, avoir remporté un concours régional de jeunes entrepreneurs avec mon projet de service de tutorat en ligne. J'étais euphorique. J'ai couru à la maison, le trophée en plastique brillant dans mes mains. Papa, maman, regardez. J'ai gagné. Mon père a levé les yeux de son journal, a esquissé un sourire et a dit, c'est bien, ma fille. Ma mère a ajouté un, très bien, continue comme ça, avant de se tourner immédiatement vers Bastien. Au fait, ton entraîneur a appelé, il est très content de ton dernier match. Le trophée est soudain devenu lourd et froid dans mes mains. Ma cousine Carole, présente ce jour-là, avait ricané dans son coin. C'est mignon, ces jeux d'enfants. Ce mépris, cette façon de minimiser chacune de mes passions, a été le carburant de ma détermination. La blessure la plus profonde, celle qui a tout changé, est arrivée durant ma 2e année d'école de commerce. J'étais à des centaines de kilomètres, je travaillais d'arrache-pied, cumulant les petits boulots pour payer mes études qu'ils jugeaient trop risquées. À l'approche de Noël, j'ai appelé, impatiente de rentrer. La voix de ma mère au bout du fil était étrangement hésitante. Écoute, chérie. Pour Noël cette année, ça va être compliqué. Ton oncle et ta tante viennent avec les cousins. On n'aura vraiment pas de place. Le souffle m'a manqué. Je peux dormir sur le canapé, ce n'est pas un problème. Non, même le salon sera pris. Ta grand-mère sera là. C'est mieux si on remet ça à l'année prochaine. J'ai ravalé mes larmes et j'ai murmuré un « D'accord, maman ». 2 jours plus tard, en faisant défiler distraitement mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, mon cœur s'est arrêté. Une photo publiée par Carole. On y voyait toute la famille, souriante, réunie dans le salon de mes parents. Bastien avait son bras autour de sa nouvelle petite amie, devant le sapin de Noël. Le même salon qui était censé être occupé. La même maison où il n'y avait pas de place pour moi. J'ai fixé l'écran, le sentiment de trahison me consumant de l'intérieur. Ce n'était pas une question de place. C'était une question de choix. Et il ne m'avait pas choisi. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'étudiante de 9 mètres carrés, j'ai pris une décision. Si on me fermait la porte au nez, je ne frapperais plus jamais pour qu'on m'ouvre. Je construirais mes propres portes, mes propres murs, mes propres palais. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que des années plus tard, ce seraient eux qui viendraient frapper à la porte de mon palais. Après cette nuit de Noël, quelque chose en moi s'est endurci. J'ai canalisé ma peine et ma colère dans le travail. J'ai transformé ma solitude en une force motrice. Mes études sont devenues mon sanctuaire, et mon petit boulot de réceptionniste dans un hôtel lyonnais est devenu ma vocation. C'est là que j'ai découvert ma passion, l'art de l'hospitalité, l'alchimie complexe qui transforme un simple lieu de passage en un souvenir inoubliable. C'était un monde où chaque détail comptait, où l'on pouvait créer de la magie à partir de rien. Un monde où tout le monde, sans exception, avait sa place.
Après avoir obtenu mon diplôme avec mention, j'ai reçu plusieurs offres d'emploi lucratives dans des grands groupes parisiens. Des offres que mes parents auraient qualifiées de « raisonnables ». Mais je les ai toutes refusées. Mon regard était tourné vers le sud, vers Marseille. Une annonce avait attiré mon attention, un poste de management dans un vieil hôtel de charme, la Sirène Dorée, qui était au bord de la faillite. Le salaire était dérisoire, mais l'offre contenait un trésor inestimable, la possibilité d'être formé par Madame Isabelle Renaud. Dans le milieu, Madame Renaud était une légende. Une femme de caractère, partie de rien dans les années 70, qui avait brisé tous les plafonds de verre pour devenir une référence incontournable de l'hôtellerie de luxe. Dès notre premier entretien, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « L'hôtellerie, ce n'est pas faire des lits, petite. C'est raconter des histoires. Les gens oublient le nombre de fils des draps, mais ils n'oublient jamais l'émotion que vous leur avez fait ressentir. » C'était exactement ce que je croyais. Sous son aile, j'ai appris le métier par le bas. Je pliais des serviettes avec les femmes de chambre à 5 heures du matin, je débouchais des toilettes avec l'équipe de maintenance, je servais des cocktails les soirs de match au Vélodrome. Mon ascension a été rapide, mais elle n'a pas été sans obstacle. Je me souviens d'une réunion cruciale où je présentais mon plan de rénovation audacieux pour sauver l'hôtel. J'étais la seule femme dans une pièce remplie d'investisseurs plus âgés, sceptiques. L'un d'eux, un homme au costume cher et au sourire condescendant, m'a interrompu au milieu de ma présentation. « Merci, jeune fille », a-t-il dit en tapotant sur la table. « Votre idée est charmante. Très décorative. » La salle est devenue silencieuse. J'ai senti le sang monter à mes joues. Avant que je puisse répondre, la voix calme et tranchante de Madame Renaud a retenti. « Pardonnez-moi, Monsieur Dubois. Il ne s'agit pas d'une jeune fille, mais de l'avenir de notre profession. Et si vous êtes incapable de le voir, alors peut-être que votre place n'est pas dans cet avenir. » L'homme est devenu pourpre. Personne n'a plus osé m'interrompre. Ce jour-là, j'ai compris que le talent ne suffisait pas. Il fallait aussi se battre, et avoir les bons alliés. En 2 ans, grâce à une stratégie acharnée et une attention obsessionnelle aux détails, la Sirène Dorée est passée du statut de ruine à celui de l'hôtel-boutique le plus prisé de Marseille. J'avais gagné ma première bataille. Le succès était grisant, mais il n'était qu'une étape. Madame Renaud voyait plus loin pour moi. Un matin, autour d'un café sur le Vieux-Port, elle a glissé une brochure sur la table. C'était celle d'un vieil hôtel à l'abandon. C'était un défi bien plus grand, une opportunité qui allait changer ma vie à jamais. Mais cette opportunité venait avec un secret, une condition que je n'aurais jamais pu imaginer. Le défi que Madame Renaud m'avait lancé était colossal, racheter et transformer un hôtel délabré en plein cœur de Marseille. Elle m'a mise en contact avec un petit groupe d'investisseurs discrets qui croyaient en sa vision, et en la mienne. Pour la première fois, je n'étais plus une employée, mais une partenaire. J'ai mis toutes mes économies dans ce projet. J'ai vécu sur le chantier pendant des mois, dormant sur un matelas pneumatique au milieu de la poussière et des gravats. Mes parents, quand je leur ai annoncé la nouvelle, ont été horrifiés. Quitter un poste stable pour une ruine ? Apolline, tu es folle, avait dit mon père. Quand l'hôtel a finalement ouvert ses portes, je l'ai baptisé le Rocher Bleu. Pas en l'honneur de ma famille, mais pour moi. Pour la force et la résilience que j'avais dû trouver en moi. Ce fut un succès immédiat, dépassant toutes les prévisions. Ce premier succès en a appelé un autre, puis un autre. En 8 ans, j'ai bâti un petit empire, Rocher Hôtel d'Exception, une collection de boutiques hôtels de luxe à travers la France. Chaque nouvelle ouverture, chaque article élogieux dans la presse, chaque récompense, j'envoyais systématiquement une copie à mes parents. Pas par vanité, mais avec l'espoir tenace qu'ils finiraient par voir, par comprendre. Mais le silence était leur seule réponse. Ou pire, l'indifférence. « Ah, tu as envoyé un autre magazine », disait ma mère au téléphone. « C'est bien. Au fait, Bastien vient d'être promu à la banque. Nous sommes si fiers. » Ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait une saboteuse dans mon propre camp. Ma cousine Carole. Elle avait tenté, quelques années auparavant, de lancer une petite maison d'hôtes près de Lyon, un projet qui avait lamentablement échoué.
Mon succès était un affront personnel pour elle. Vivant près de chez mes parents, elle était devenue leur principale source d'informations sur moi, distillant un poison lent et subtil. Je l'ai appris bien plus tard, par une vieille amie de la famille. Carole leur avait monté une histoire sur mesure, parfaitement conçue pour leur mentalité méfiante. Vous savez, leur disait-elle sur le ton de la confidence, Apolline est très douée en communication. C'est pour ça que ces grands groupes financiers l'utilisent. Elle est leur visage, leur directrice marketing pour la France. Ils la mettent sur les photos, dans les articles, mais bien sûr, ce n'est pas à elle. Personne ne peut bâtir tout ça si jeune, c'est impossible. Cette explication était parfaite. Elle était crédible pour mes parents, deux professeurs qui ne comprenaient rien au monde des affaires et du capital-risque. Elle justifiait les articles de presse tout en me maintenant à une place qu'ils pouvaient comprendre, celle d'une employée talentueuse, mais une employée quand même. Ils ont choisi de croire cette version. C'était plus simple, plus rassurant que d'admettre que leur fille, celle qu'ils avaient toujours sous-estimée, avait réussi au-delà de leurs rêves les plus fous. J'ai donc continué à avancer, construisant ma vie et mon succès dans une réalité parallèle à la leur. J'avais ma famille choisie, Madame Renaud, mon équipe fidèle, et puis Julien, un architecte rencontré sur le projet de notre hôtel à Bordeaux, qui comprenait mes blessures et admirait ma force. J'avais appris à vivre avec cette distance, avec ce fossé d'incompréhension. J'avais accepté que nous vivions dans deux mondes différents. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que ces deux mondes étaient sur le point d'entrer en collision de la manière la plus spectaculaire et la plus douloureuse qui soit. Que feriez-vous à ma place? Continueriez-vous à essayer de leur prouver la vérité, ou laisseriez-vous tomber? Dites-le-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Le téléphone a sonné un mardi après-midi, alors que je finalisais les plans de notre nouvel établissement à Biarritz. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. Mon premier réflexe a été de l'ignorer. Nos appels étaient devenus rares, se limitant à des formalités pour les anniversaires. Mais une intuition m'a poussé à répondre. Allô maman? Apolline, ma chérie. Comment vas-tu? Sa voix était enjouée, d'une gaieté forcée que je connaissais par cœur. C'était le ton qu'elle utilisait quand elle allait demander quelque chose. Je suis restée sur mes gardes. Je vais bien, maman. Très occupée. Et vous? Oh, nous allons à merveille. Il se passe tellement de choses passionnantes. Elle a marqué une pause, attendant que je la questionne. J'ai soupiré intérieurement. Ah oui? Raconte-moi. Eh bien, la grande nouvelle, ton frère Bastien va se marier. Peux-tu y croire? Avec Victoire de Courcy, la fille du député. Une famille formidable. Je ne connaissais pas ce nom, mais j'ai imaginé le genre de milieu auquel mon frère avait désormais accès. C'est une excellente nouvelle. Félicitations à lui. Nous sommes aux anges. Le mariage aura lieu à Paris, la semaine de Noël. La famille de Victoire y tenait absolument. Un mariage de Noël à Paris, c'est leur rêve. Mon estomac s'est noué. Je sentais le piège se refermer. Paris. Noël. Les deux mots qui résonnaient encore douloureusement en moi. Ça a l'air magnifique, ai-je répondu d'une voix neutre, en me dirigeant vers l'immense bail vitré de mon bureau. En bas, l'avenue des Champs-Élysées scintillait sous le soleil d'automne. Mon hôtel, mon navire amiral, se dressait fièrement au cœur de la capitale. Il venait dans ma ville, sur mon territoire. Oui, mais voilà le problème. A-t-elle continué, sa voix prenant une teinte plaintive. C'est un cauchemar pour trouver des logements. Tout est complet ou hors de prix pour la semaine de Noël. La famille de Courcy a ses chambres au Georges V, bien sûr, mais pour nous, la famille, les amis, c'est impossible. Elle a laissé un silence s'installer, un silence lourd de sous-entendus. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé venir. Et puis, je me suis souvenue, a-t-elle dit, comme si elle venait d'avoir une illumination. Tu travailles dans cette chaîne d'hôtels, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-elle déjà? Le Rocher, quelque chose? Tu pourrais peut-être nous aider. Rocher Hôtel d'exception, l'ai-je corrigé, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. 8 ans à bâtir cette marque, et ma propre mère ne s'en souvenait même pas, oui, c'est ça. Je me disais que,
Peut-être que tu pourrais parler à ton directeur? Pour avoir un prix de famille? Nous aurions besoin d'au moins 15 chambres. Pour nous, les oncles, les tantes, Carole et sa famille. Tu comprends, c'est beaucoup demandé, mais entre familles. Mon directeur. Elle pensait encore que je rendais des comptes à quelqu'un. J'ai fermé les yeux, une vague de fatigue et de tristesse m'envahissant. J'ai ouvert le système de réservation sur mon ordinateur. Notre hôtel parisien était effectivement plein à 98%. Ne restait que les suites que je bloquais personnellement pour les urgences ou les clients très importants. Quand exactement, ai-je demandé, ma voix maintenant dépourvue de toute émotion. Elle m'a donné les dates. Du 23 décembre au 2 janvier. La période la plus chère de l'année. En cet instant, alors que je la tenais au bout du fil, une idée folle et audacieuse a germé dans mon esprit. Une idée qui pouvait soit tout arranger, soit tout faire exploser. Je pouvais refuser, bien sûr. Ou je pouvais leur offrir un séjour qu'ils n'oublieraient jamais, pour des raisons qu'ils étaient loin d'imaginer. Que auriez-vous choisi à ma place? Après avoir raccroché avec ma mère, je suis restée assise dans le silence de mon bureau pendant un long moment. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de couleurs flamboyantes que je ne voyais même pas. Mon esprit tournait à plein régime. J'ai appelé Manon, mon assistante et bras droit depuis mes débuts à Marseille. Ma famille vient à Paris pour Noël, lui ai-je annoncé sans préambule. Ils ont besoin de 15 chambres. Ici. Un silence. Manon me connaissait mieux que personne. Elle connaissait toute l'histoire. La même famille qui n'avait pas de place pour toi, a-t-elle demandé doucement. La même, ai-je confirmé. Bloque-leur les 15 plus belles suites juniors du côté Tour Eiffel. Du 15e au 17e étage. Applique une réduction, famille, symbolique de 10%. Je veux que tout soit parfait. Et, tu vas leur dire? Pas encore, ai-je répondu. Je veux voir. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Je arpentais le sol de mon Penthouse, situé au dernier étage de l'hôtel. La ville lumière s'étendait à mes pieds, mais tout ce que je voyais, c'était le fantôme de cette jeune fille de 19 ans, seule dans sa chambre d'étudiante. Julien m'a trouvé là, le regard perdu dans le vide. Il m'a prise dans ses bras sans un mot. Parle-moi, a-t-il fini par murmurer. Et j'ai tout laissé sortir. La colère, la peine, le désir de reconnaissance, et la honte de ressentir encore ce besoin. Julien, est-ce que je suis une mauvaise personne, ai-je demandé, ma voix tremblante. Est-ce que je fais ça par vengeance? Je devrais peut-être juste leur donner les chambres et ne rien dire. Être la fille bien et oublier le passé. Il m'a serré plus fort. Être la fille bien t'a rendue heureuse jusqu'à présent? Apolline, tu as le droit de réclamer ta vérité. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Tu ne leur tends pas un piège, tu leur présentes un miroir. Ce qu'ils y verront leur appartient. Ces mots m'ont apaisé. Il avait raison. Je n'étais pas en train de préparer une embuscade. J'étais en train de mettre en scène la réalité. Une réalité qu'ils avaient refusé de voir pendant des années. Le lendemain, j'ai organisé une réunion avec tout le personnel clé de l'hôtel, le directeur de la réception, la gouvernante générale, le chef concierge. Je leur ai expliqué la situation de manière concise. Un groupe important, la famille Rocher, arrive la semaine prochaine. Ils sont ma famille. Cependant, j'ai marqué une pause pour que mes mots portent, ils ne sont pas au courant de ma position exacte ici. Ils pensent que je suis une employée. Je vous demande une discrétion absolue. Traitez-les comme des clients VIP, avec le meilleur service possible. Mais toute demande spécifique, tout problème, doit m'être remonté directement. Si on vous pose des questions sur moi, répondez simplement que Madame Rocher est très occupée mais qu'elle fera de son mieux pour les saluer. L'équipe, d'un professionnalisme sans faille, a hoché la tête en silence. Ils avaient compris le jeu subtil qui se préparait. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs. J'ai personnellement inspecté chaque suite, choisi les fleurs, rédigé les mots de bienvenue. J'ai orchestré chaque détail, comme un metteur en scène avant la première de sa pièce la plus importante. Était-ce excessif? Peut-être. Mais après des années à être un détail sans importance dans leur vie,
je voulais leur montrer ce que signifiait vraiment prêter attention aux détails. Le décor était planté. Les acteurs étaient en route. Et j'étais prête à jouer mon rôle, un rôle que j'attendais depuis plus de 10 ans. La question n'était plus de savoir s'ils allaient venir, mais comment ils allaient réagir en découvrant qui était réellement leur hôte. Le jour de leur arrivée, une tension électrique flottait dans l'air. J'avais annulé tous mes rendez-vous. Vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine impeccable, je me suis positionnée près de la réception, feignant de consulter une tablette tout en surveillant les portes tournantes du coin de l'œil. Et puis, je les ai vus. Mes parents. Gérard et Sylvie Rocher, entrant dans le lobby opulent de mon hôtel. Mon père, l'air un peu dépassé, ma mère, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage, essayant de masquer son éblouissement par un air de fausse assurance. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancée. Bienvenue à l'hôtel Rocher, ai-je dit d'une voix calme et professionnelle. Je suis Apolline. Le choc sur leur visage était palpable. Ma mère a été la première à réagir. Apolline. Quelle surprise. C'est si gentil de ta part de venir nous accueillir personnellement. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte brève et maladroite. Mon père m'a serré la main. Tu as l'air, très professionnel, a-t-il commenté, comme si c'était une surprise. Il te laisse t'habiller comme ça pour le travail? La pique était involontaire, mais elle a touché juste. Pour lui, j'étais encore celle qui devait demander la permission. Au même moment, les portes ont tourné de nouveau, laissant entrer ma cousine Carole, son mari et leurs 2 enfants. En m'apercevant, un sourire en coin s'est dessiné sur ses lèvres. Oh, mais regardez qui est là! Apolline en grand uniforme d'accueil, a-t-elle lancé assez fort pour que les clients alentours puissent entendre. C'est bien, ma petite, de commencer en bas de l'échelle. Avec un peu de persévérance, tu arriveras peut-être un jour à être manager. Je n'ai pas réagi. J'ai gardé mon sourire professionnel et j'ai guidé tout le groupe vers un salon privé pour le check-in. Pendant que le personnel s'occupait de leurs bagages, Carole a continué son manège. J'espère que les chambres sont correctes, a-t-elle dit en s'inspectant les ongles. Pour le prix que vous nous faites, on ne s'attend pas à des miracles, mais quand même. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je pense que vous ne serez pas déçus. J'ai veillé à ce que vous ayez certaines de nos plus belles vues. Des vues, a-t-elle balayé d'un revers de main. C'est la qualité du service qui compte. On verra si le personnel est à la hauteur. Je les ai accompagnés jusqu'à l'ascenseur privé qui menait aux étages supérieurs. En montant, ma mère s'est penchée vers moi. Ne fais pas attention à Carole, elle est toujours un peu critique. Mais nous sommes très reconnaissants, ma chérie. Ton directeur a dû être très compréhensif. Une fois arrivé au 16e étage, j'ai ouvert la porte de la suite de mes parents. Le souffle leur a été littéralement coupé. La suite d'angle offrait une vue panoramique sur la tour Eiffel et la Seine. Un bouquet de lys blanc, les préférés de ma mère, trônait sur la table basse, à côté d'une bouteille de champagne dans un seau d'argent. « Oh mon Dieu !» a murmuré ma mère. « C'est la suite présidentielle ?» Une de nos plus belles suites, ai-je simplement répondu. Carole, qui s'était invitée à l'intérieur, a plissé les yeux. Il doit y avoir une erreur. Il ne donnerait jamais une chambre pareille à de simples clients. Tu vas avoir de gros problèmes, Apolline. Elle semblait presque espérer que cela arrive. Je lui ai souri. Ne t'inquiète pas pour moi, Carole. Tout est sous contrôle. Elle pensait me piéger, me rabaisser. Elle ne réalisait pas que chaque mot qu'elle prononçait ne faisait que tendre un peu plus le ressort. Et j'attendais avec une patience presque cruelle le moment où il allait finalement lâcher. Le soir même, une réception de bienvenue était organisée dans la grande salle de bal de l'hôtel. J'avais supervisé personnellement chaque détail, les compositions florales, le quatuor à cordes, le menu des canapés. C'était mon univers, ma création, et ma famille y déambulait comme des étrangers. J'avais enfilé une robe de soirée sobre et élégante, me fondant parmi les invités de la famille de Courcy, un parterre de politiciens, d'avocats et de grands bourgeois parisiens. Mes parents étaient sur un petit nuage. Surtout ma mère. Elle paradait, un verre de champagne à la main, racontant à qui voulait l'entendre comment sa fille travaillait ici. Oui,
C'est un hôtel magnifique, disait-elle au député de Courcy, le père de la mariée. Et c'est notre Apolline qui nous a trouvé des chambres. C'était mission impossible, tout était complet, vous imaginez. Elle a dû remuer ciel et terre, parler à ses supérieurs. Elle est si dévouée. Elle racontait cette histoire non pas pour me valoriser, mais pour se valoriser elle-même, la mère ingénieuse qui avait su utiliser ses relations. J'écoutais à distance, un sourire figé sur les lèvres. Bastien, mon frère, semblait plus mal à l'aise. Il est venu me voir discrètement. Apolline, c'est incroyable ici. C'est toi qui as organisé tout ça. Je fais mon travail, ai-je répondu, évasive. Il a froncé les sourcils, sentant que quelque chose clochait, mais il a été interrompu avant de pouvoir en dire plus. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue, sans surprise, de Carole. Elle m'a repéré alors que je discutais avec le directeur de l'hôtel, lui donnant quelques instructions discrètes. Elle s'est approchée, a attrapé le bras du député de Courcy qui passait par là, et l'a traîné vers nous. Monsieur le député, a-t-elle commencé d'une voix forte et sirupeuse. Je voulais vous présenter personnellement ma petite cousine, Apolline. C'est grâce à elle que nous sommes tous là. Elle a fait un travail formidable. Le député m'a souri poliment. Enchantée, mademoiselle. Mais Carole n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers mon directeur. Et vous, monsieur, vous devez être son supérieur. Je tenais à vous dire que vous avez là une employée exceptionnelle. Vraiment. Nous espérons que son dévouement sera reconnu à sa juste valeur. Une petite prime, peut-être ? Ce serait la moindre des choses après tout ce qu'elle a fait pour la famille. Un silence glacial est tombé autour de nous. Mon directeur, blême, me regardait, ne sachant absolument pas comment réagir. Le député semblait perplexe. Carole, elle, jubilait. Elle venait de me rabaisser publiquement au rang de petite employée quémandant une augmentation, devant ma famille, devant l'élite parisienne, et devant ma propre équipe. C'était une humiliation calculée, cruelle et parfaite. J'ai senti le regard de tous les invités se tourner vers moi. Certains avec pitié, d'autres avec une curiosité malsaine. J'ai regardé Carole droit dans les yeux. Son sourire était triomphant. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir cloué au pilori. J'ai senti une étrange sérénité m'envahir. La colère qui avait couvé pendant des années s'est soudainement muée en une clarté glaciale. C'était le moment. Le moment que j'avais à la fois redouté et espéré. J'ai pris une profonde inspiration. Tout le bruit de la salle de bal semblait s'être évanoui. Il n'y avait plus que son visage suffisant et le poids de toutes ces années de mépris. Lentement, très lentement, j'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. Que s'est-il passé ensuite ? Vous n'allez pas le croire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? Le silence autour de notre petit groupe était assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur moi, attendant ma réaction. Carole me dévisageait avec un air de défi, persuadée de m'avoir acculée. J'ai porté le téléphone à mon oreille, en appuyant sur le numéro de Manon en numérotation rapide. Manon, ai-je dit, ma voix claire et nette, résonnant dans le silence soudain. Je suis dans la salle de bal. J'ai une petite instruction pour vous. Je pouvais sentir le regard de mon père, perplexe, sur moi. Veuillez, s'il vous plaît, annuler l'accès de la famille Rocher à la suite royale pour toutes les activités de demain. Je ne pense pas qu'ils en auront l'utilité finalement. Un frisson a parcouru l'assemblée. Les mots « suite royale » ont flotté dans l'air. Le visage de Carole a commencé à se décomposer. L'arrogance a laissé place à l'incertitude. Mon père a été le premier à parler. Sa voix était un murmure étranglé. « Apolline, de quoi tu parles ? Quel est ton poste ici, exactement ?» Carole a éclaté d'un rire nerveux et strident. Son poste ? Elle vient de se faire virer, voilà son poste. Pour avoir abusé de ses privilèges. Elle s'est tournée vers mon directeur. N'est-ce pas, monsieur ? Mon directeur, qui avait reçu ses ordres, est resté de marbre, le regard fixé sur moi,
attendant mon signal. J'ai ignoré Carole. J'ai rangé mon téléphone et je me suis tourné vers le député de Courcy, qui nous observait avec un intérêt grandissant, le fin politicien sentant un drame de pouvoir se jouer sous ses yeux. Monsieur le député, ai-je commencé calmement. Je vous prie de nous excuser pour cette scène et pour ce malentendu. Ma mère et ma cousine ont été imprécises. Je ne travaille pas pour cet hôtel. J'ai marqué une pause. Une pause de quelques secondes qui a semblé durer une éternité. J'ai savouré le doute qui s'installait sur leur visage. Je le possède. La phrase était courte. Brutale. Dévastatrice. Je possède cet hôtel. Et toute la chaîne Rocher Hôtel d'Exception, point. Le visage de ma mère est passé par toutes les couleurs. Le choc. L'incompréhension. Le déni. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Mais la réaction la plus spectaculaire fut celle de Carole. Son visage s'est vidé de tout son sang. La couleur a reflué, la laissant d'une pâleur cadavérique. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. L'humiliation qu'elle avait voulu m'infliger lui revenait en plein visage, multipliée par 1000. C'est mon frère, Bastien, qui a rompu le silence. Il s'est approché, un étrange sourire aux lèvres. Un sourire de fierté. Il a posé une main sur mon épaule et a dit à l'Assemblée, « Bah oui. C'est mon génie de sœur. Vous ne le saviez pas ?» Elle a fait la couverture de « Challenge » 2 fois. Le député de Courcy a été le premier à retrouver ses esprits. Il a éclaté d'un rire franc. Extraordinaire. Absolument extraordinaire. Bastien, vous m'aviez dit que votre sœur réussissait dans l'hôtellerie, mais vous avez omis quelques détails. Il s'est tourné vers moi, son regard plein d'un respect nouveau. Mademoiselle Rocher, toutes mes félicitations. La vérité était enfin sortie. Nue, crue, incontestable. J'ai regardé mes parents, perdus, anéantis. J'ai regardé Carole, qui semblait sur le point de s'évanouir. J'avais gagné. J'avais eu ma revanche. Alors pourquoi, au fond de moi, tout ce que je ressentais, c'était un vide immense et glacial? La fête a continué, mais l'ambiance avait changé. Les murmures parcouraient la salle de bal. J'étais devenue le centre de toutes les attentions, non plus comme une employée zélée, mais comme la mystérieuse propriétaire. Mes parents et Carole s'étaient éclipsés discrètement, incapables de faire face. J'ai senti un besoin urgent de m'échapper. J'ai prétexté un appel important et je me suis réfugiée dans mon bureau, un étage plus bas. Assise dans le fauteuil en cuir derrière mon grand bureau en acajou, j'ai regardé les lumières de la ville. La victoire avait un goût de cendre. La satisfaction que j'avais imaginée pendant des années, ce moment où je les verrais enfin reconnaître leur erreur, n'était pas là. Il n'y avait que le silence et ce sentiment de vide. On a frappé doucement à la porte. C'était Bastien. Il est entré et a refermé la porte derrière lui. C'était quelque chose, là-haut, a-t-il dit. Tu le savais, ai-je affirmé plus que je ne l'ai demandé. Il a hoché la tête, l'air un peu coupable. Oui. Depuis ton 2e hôtel à Bordeaux. J'avais vu un article. J'ai suivi toute ton ascension en secret. Je gardais les coupures de presse. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu ne leur as rien dit? Il s'est passé la main dans les cheveux, un geste nerveux que je lui connaissais depuis l'enfance. J'ai essayé. Au début. Je leur montrais les articles. Mais, ils ne voulaient pas voir. Papa disait que c'était de la frime de journaliste. Maman disait que ce n'est pas possible, on la connaît. Et puis Carole était toujours là pour rajouter son venin, pour dire que tu n'étais qu'une image de marque. Il a soupiré. La vérité, Apolline, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils ne pouvaient pas accepter que la petite fille qu'ils avaient toujours mise de côté réussisse plus que leur fils parfait. Ça remettait en question toute leur vision du monde, tous leurs choix. Alors ils ont préféré l'ignorer. Il s'est approché du bureau. Et puis, il y avait moi. Il a baissé les yeux. J'étais le fils en or, celui qui faisait tout bien. J'ai suivi le chemin qu'il voulait pour moi. La banque, la sécurité,
le prestige. Mais je n'ai jamais été heureux. Je te regardais, toi, prendre des risques, te battre pour tes rêves, créer quelque chose à partir de rien. Et je t'enviais. Pas ton argent. Ta liberté. Cette confession m'a touché plus que tout le reste. Pour la première fois, je ne voyais plus le grand frère favorisé, mais un homme pris au piège, lui aussi, par les attentes de nos parents. Je suis désolé, a-t-il continué. Désolé de ne pas l'avoir défendu quand on était jeune. Désolé d'avoir profité de leur favoritisme sans rien dire. Tu méritais mieux que ça. Des larmes que j'avais retenues toute la soirée ont commencé à perler au coin de mes yeux. Pas des larmes de tristesse ou de colère. Des larmes de soulagement. La reconnaissance de mon frère, son excuse sincère, valait plus que toutes les suites présidentielles du monde. Merci, Bastien, ai-je réussi à articuler. Il m'a souri, un vrai sourire, le premier depuis des années. C'est moi qui te remercie. Ce que tu as construit est extraordinaire. Et je suis incroyablement fier d'être ton frère. Quand il est parti, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La confrontation avait eu lieu, mais la véritable guérison ne viendrait pas de la capitulation de mes parents, mais de cette conversation avec mon frère. Le pont entre nous était en train de se reconstruire. Mais qu'en était-il du gouffre qui me séparait de mes parents? Pouvait-il seulement être comblé? Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'hôtel était pesante. Le mariage de Bastien et Victoire devait avoir lieu dans l'après-midi, mais l'onde de choc de la veille se faisait encore sentir. J'ai évité le restaurant du petit déjeuner, préférant un café et des croissants dans mon bureau. Je savais que l'affrontement avec mes parents était inévitable, mais je le repoussais. C'est ma mère qui a fait le premier pas. Elle a demandé à me voir. Elle est entrée dans mon bureau, l'air fatigué, ses yeux rougis. Elle s'est assise en face de moi, dans un des fauteuils visiteurs, ce qui créait une distance étrange entre nous. La suite est magnifique, a-t-elle commencé d'une petite voix. Apolline, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire, maman. Vous savez la vérité, maintenant. Elle a secoué la tête. Non. Je veux dire. Je suis désolée. Le mot a semblé lui coûter un effort surhumain. Nous, ton père et moi, nous sommes des gens simples. Des professeurs. On ne comprend pas ce monde, les affaires, les investisseurs. C'était plus facile pour nous de croire que tu avais un bon poste, un très bon poste même, que d'imaginer, tout ça. Elle a fait un geste vague qui englobait l'hôtel, la ville, ma vie. Je crois que nous n'avons jamais su comment gérer une fille qui avait des rêves plus grands que les nôtres. C'était plus simple de se concentrer sur le chemin prévisible de Bastien. On a eu tort. Je suis désolée de ne pas avoir cru en toi. Ce n'était pas une excuse parfaite. Elle était pleine de justifications. Mais c'était un début. C'était la première fois qu'elle admettait avoir eu tort. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Plus tard dans l'après-midi, juste avant la cérémonie de mariage, c'est mon père qui est venu me trouver. Je m'étais isolée dans le jardin d'hiver de l'hôtel. Il s'est approché maladroitement, les mains dans les poches. Mon père n'a jamais été un homme de mots. C'était un homme de principe, fier, qui admettait rarement ses erreurs. Ta mère m'a dit qu'elle t'avait parlé, a-t-il commencé. Il a regardé par la fenêtre pendant un long moment avant de continuer. Je n'ai pas d'excuses, moi. Pas comme elle. J'aurais dû voir. J'aurais dû être fier. Un père est censé encourager ses enfants, pas les mettre dans des cases. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de vulnérabilité dans ses yeux habituellement si sévères. Je suis désolée, Apolline. Désolée de ne pas t'avoir vue. Vraiment vue. Désolée de ne pas avoir cru en toi comme j'aurais dû. Son excuse était directe, sans fioriture. Et c'est ce qui la rendait si puissante. Merci, papa, ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Ce que tu as bâti, c'est remarquable. Je suis trop restée bloquée dans ma mentalité de petite ville pour comprendre ce que tu essayais d'accomplir. Je ne te demande pas de pardonner des années d'aveuglement. Juste, peut-être, une chance d'apprendre à connaître la femme que tu es devenue. J'ai pensé à toutes les années de peine, d'exclusion, de solitude.
Mais j'ai aussi pensé à la liberté que j'avais ressentie la veille. La liberté de ne plus avoir besoin de leur approbation. Et c'est cette liberté qui me donnait la force de répondre. J'aimerais beaucoup ça, papa. Un poids énorme s'est soulevé de mes épaules. Ce n'était pas un pardon magique qui effaçait le passé. C'était une porte qui s'entr'ouvrait sur un possible futur. Une relation nouvelle, à construire sur des bases plus honnêtes. Le chemin serait long, mais pour la première fois, il semblait possible. Et le plus beau cadeau de Noël, celui que je n'attendais plus, était peut-être simplement cette lueur d'espoir. Le matin de Noël, un soleil d'hiver éclatant illuminait Paris. La cérémonie de mariage la veille avait été magnifique, une trêve élégante dans le drame familial. J'observais la ville s'éveiller depuis la terrasse de Montpentouse quand on a frappé à ma porte. C'était Bastien, tenant un petit paquet cadeau un peu écorné. « Joyeux Noël, sœurette » a-t-il dit avec un sourire timide. Intrigué, j'ai ouvert le paquet. À l'intérieur, nichée dans du papier de soie, se trouvait une étoile en papier jauni, recouverte de paillettes décolorées. Je l'ai reconnue immédiatement. Je l'avais fabriquée en classe de CM1. J'avais passé des heures à la décorer, si fière de ma création. Où as-tu trouvé ça ? Ai-je demandé, la gorge nouée. Maman allait la jeter il y a quelques années, en faisant du tri, a-t-il expliqué. Je l'ai récupérée. Je me suis dit que, un jour, peut-être, tu aimerais la revoir. Ce petit geste, cette étoile sauvée de l'oubli, m'a touché plus profondément que toutes les excuses du monde. C'était la preuve tangible que, même dans l'ombre, une personne avait veillé sur mon souvenir, sur la petite fille que j'étais. C'était le signe que ma place dans cette famille, même si elle avait été contestée, avait toujours existé. Nous avons pris un café, et pour la première fois de notre vie d'adulte, nous avons parlé. Vraiment parlé. Il m'a raconté ses doutes, la pression qu'il subissait à la banque. Je lui ai raconté les nuits blanches, les risques, les joies immenses de voir un projet prendre vie. Nous n'étions plus le « fils en or » et la « fille rebelle ». Nous étions juste un frère et une sœur, en train de se retrouver. Sophia, ma femme, n'arrête pas de me dire qu'elle veut que nos futurs enfants connaissent leur tante géniale, a-t-il dit en souriant. L'idée de devenir tante, d'avoir une place dans cette nouvelle famille qu'il construisait, a réchauffé mon cœur. Plus tard dans la journée, un déjeuner de Noël était organisé dans un salon privé de l'hôtel. L'ambiance était encore un peu tendue, mais ce n'était plus une tension de conflit, mais plutôt une maladresse de reconstruction. Mes parents essayaient, à leur manière. Ils me posaient des questions sur mon travail, écoutaient attentivement, avec un respect nouveau. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. En fin de journée, Julien et moi nous sommes retrouvés sur la terrasse, observant les lumières de Noël qui commençaient à briller sur les Champs-Élysées. Il m'a enlacée. « Alors, comment te sens-tu » m'a-t-il demandé. J'ai réfléchi un instant. Je crois que toute ma vie, j'ai cherché une place. Une place dans ma famille, dans le monde des affaires, dans ma propre histoire. Et je réalise aujourd'hui que j'ai passé tout ce temps à construire des « places » pour les autres, des hôtels où ils se sentiraient chez eux. Je me suis tournée vers lui. Et en faisant ça, je crois que j'ai enfin construit ma propre maison. Pas faite de briques et de mortier, mais de choix, de respect, d'amour. Une maison où il y aura toujours de la place pour ceux qui m'aiment pour qui je suis. J'ai compris que la véritable victoire n'était pas de leur avoir prouvé ma valeur. La véritable liberté, c'était de réaliser que je n'avais plus besoin de leur approbation pour connaître ma propre valeur. Le luxe suprême, ce n'était pas de posséder des palaces, mais d'être la seule propriétaire de mon histoire. Avez-vous déjà dû vous battre pour trouver votre place, que ce soit dans votre famille ou ailleurs ? Votre histoire m'intéresse énormément, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Si ce parcours de résilience et de reconquête de soi a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires de vie. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, parfois, les plus belles maisons sont celles que l'on construit soi-même, pierre par pierre.